aux mains aujourd'hui des islamistes qui imposent la charia. La CEDEAO réfléchit à une intervention militaire et elle n'est pas prête d'arriver, cette intervention militaire, si je vous ai tous entendu ici sur ce plateau. Alors quel rôle pour la France qui a des otages aujourd'hui dans la région? Il faut savoir que le Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra était aujourd'hui à Paris où il s'est entretenu avec Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française. Rien n'a filtré de ces entretiens. Alors avant de reprendre ce débat, je vous propose ensuite d'écouter Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, qui est aujourd'hui médiateur de la CEDEAO et qui affirme que les otages sont en vie, mais que pour le moment, il n'y a pas de négociation. On écoute le président burkinabé interrogé par Marc Perelman. Ce que nous savons comme le gouvernement français, c'est que ces otages sont toujours en vie et que, bien sûr, nous voyons maintenant avec les autorités françaises comment on peut établir des passerelles pour qu'un dialogue puisse s'instaurer véritablement pour voir dans quel sens nous pouvons faire libérer ces otages. Pierre Connaisset, est-ce que la France, qui envisage aujourd'hui d'avoir un rôle de soutien en tout cas logistique en cas d'intervention, la France qui a aujourd'hui des otages au Sahel, quelle est sa marge de manœuvre? Est-ce qu'elle peut se permettre demain de soutenir une intervention dans le Nord alors qu'on a des otages? Mais je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a le processus de négociation pour la libération des otages. Le processus, il est commercial. C'est-à-dire qu'AQMI demande qu'on reprenne les négociations. Pour en échange de 90 millions d'euros, on aurait la libération probable de nos otages. Donc vous pensez que l'intervention au Nord, pour eux, n'est pas... l'engagement en tout cas de la France pour une intervention dans le Nord, c'est pas ce qui les préoccupe aujourd'hui? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a l'impression qu'on a glissé d'un processus de négociation d'otages contre un montant financier à quelque chose qui va être une opération militaire soutenant des forces africaines pour éradiquer AQMI ou Ansar ad-Din de la région du Nord Mali. Ce sont deux choses totalement différentes. Là, ce que fait remarquer Blaise Compaoré, c'est qu'il dit qu'il n'y a plus de négociations en cours. Bon, j'en suis pas sûr, mais si on négocie les otages, on ne fait pas une intervention militaire en même temps. C'est contradictoire. Si on négocie et qu'en même temps on fait une opération de soutien, on fait assassiner les otages. Donc il y a une espèce de contradiction dans le comportement. Quel est l'objectif qu'on cherche? Stabiliser le Sahel? Je ferai remarquer, après l'analyse qu'a fait Antoine, d'abord l'extrême complexité politique de la situation, et d'autre part, je vous signale, si on prend en écharpe depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan, toute la zone sahélienne est en crise. Toute. Le Tchad, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on ne cesse de résoudre la crise tchadienne. Le Mali, le Niger, la Mauritanie sont exactement dans la même situation. Donc c'est une espèce d'état extrême de la paupérisation d'une région qui donne lieu à des mouvements. Là, il y a quand même un problème très précis quand même là au Mali. Il y a quand même Al-Qaïda au Maghreb islamique qui est implanté quand même dans cette région. C'est quand même encore différent de la situation au Tchad ou ailleurs. Mais le conflit africain qui aujourd'hui crée le plus de morts, c'est le conflit du Congo. Vous entendez parler de la haute priorité sur régler le conflit du Congo? Non, ça fait plus de morts. C'est le conflit le plus sanglant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est focalisé sur le Mali parce qu'il y a des otages. C'est aussi un moyen médiatique et politique d'attirer, de faire monter sur le haut de la rangée le dossier. Et encore une fois, si c'est sur une prise d'otage, on n'est pas obligé de prendre en plus la gestion de la sécurité de la région. C'est ce glissement-là que je ne comprends pas. Antoine Glaser. Oui, une fois que on ne prend pas la mesure, je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ne prend pas la mesure de la fragilité de la situation dans cette région. Quand on entend intervenir, logistique, etc., je veux dire, d'abord, la France n'a plus les moyens qu'elle avait. Je veux dire, il n'y a plus rien dans les caisses. Donc, il faut aussi prendre en mesure au niveau de la défense, au niveau des opérations. Ça, c'est une première chose. Et puis, une fois qu'on a dit ça, ils arrivent, bon, supposons même qu'ils s'installent. Comment? Ils vont s'installer compte tenu de l'ampleur du territoire et autres. Je veux dire, s'il n'y a pas en même temps... d'abord, il faut qu'il y ait un État au Mali. Il faut reconstruire un État au Mali. Il n'y a plus d'État. Donc, je veux dire, en supposant même qu'il y ait une libération du territoire, alors on va recommencer avec des Français ou des Américains et autres qui vont être en support, qui vont être derrière des Africains, comme on a connu ça sur d'autres territoires. C'est absolument impossible à gérer
actuellement, il faut d'abord reconsolider les États. Il faut que les États, ça veut dire le Burkina Faso est aussi en ce moment est fragile. Il n'y a plus de financement de l'aide au développement dans tous ces pays. Il n'y a plus d'assistance technique. Il y a un truc qu'on sous-estime. Il n'y a plus les ONG, les expatriés. Tout le monde va se tirer de cette région. Et ça, c'est aussi dramatique pour cette région. Gaëtan peut en parler. Oui, mais il n'y a plus d'ONG. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Antoine, notamment sur l'absence de l'État. Et cela, on a pu l'observer puisque beaucoup d'entre nous travaillons sur la sous-région. Et on a vu notamment cet abandon de l'État malien dans le nord Mali. Je veux dire, si Al-Qaïda tout au moins a pu s'implanter depuis 2003, en passant sous différentes appellations, GIA, GSPC ensuite, après l'obtention du label d'Al-Qaïda. Il y a eu un vrai maillage de ce territoire malien. On peut dire qu'ils étaient peu nombreux dans les années, au tout début. Peut-être il y avait 2, 3, 4 katibas, mais après, il y avait quand même une multiplication quant au nombre de membres de ces katibas. Et par ailleurs, il y a eu également c'est les informations que nous avons pu recueillir au cours de ces 3 missions que nous effectuons depuis le début de l'année. Il y a eu quand même des visites des membres d'Al-Qaïda dans les villages pour interdire à la fois l'enseignement du français, pour interdire la mixité et ensuite pour fermer les écoles. Donc l'État malien était tout à fait au courant de ces rapports. Est-ce que l'État malien est intervenu? Et par ailleurs, il y a une chose tout à fait importante, ce qui montre un tout petit peu la complexité de la situation. Il y a eu, en dehors de ce maillage par Al-Qaïda, il y a eu quand même des mariages et l'affiliation est très importante. Mais au-delà de ça, de la question du Nord, où on assiste également à un passage entre les différents groupes islamistes armés, Al-Qaïda, Mujao et ensuite Ansar Dine. Antoine parlait notamment du sud du Mali sur la construction de l'État. Moi, j'ajouterais construction de l'État de droit également. Je veux dire, est-ce que l'État de droit est présent au sud du Mali en ce moment? Non, moi, au vu de votre rapport, non. Je commence à avoir des doutes. Vous voyez, après le coup d'État de mars, pardon, il y a eu la mutinerie ou le contre-coup d'État d'avril. Il y a plusieurs militaires qui ont été arrêtés. Il y a 48 militaires et policiers qui sont en ce moment en détention au camp militaire de la gendarmerie de Bamako. Ils ont été entendus une fois par le juge d'instruction. L'instruction sur le fond n'a pas commencé. Donc ils attendent le jugement. Et par ailleurs, dans la nuit du 1er au 2 mai, 21 personnes, 21 militaires sont toujours portés disparus. Où sont-ils? Mais le droit de savoir, les parents de militaires ont le droit de savoir. Et là, récemment, dans la nuit du 8 au 9 septembre, il y a 16 prêcheurs, membres de la Dawa, venant de la Mauritanie, pour assister à une conférence à Bamako, qui ont été arrêtés à Diabali et exécutés de manière extrajudiciaire. Et il y a une enquête qui est actuellement en cours. Il y a une enquête qui est en cours, mais nous demandons... Avec la Mauritanie. Mais nous demandons à voir... Vous voyez, donc, ce sont ces choses-là qui sont également importantes au sud du Mali. Atman Tassaguard, je voudrais que vous réagissiez quand même à ce que disait Pierre Conessa tout à l'heure, qui disait finalement on ne parle pas quand même de ce qui se passe à l'est de la RDC, alors qu'il y a des exactions qui sont quotidiennes et qui durent maintenant depuis des années, mais quand même le cas du Mali est quand même un cas qui reste quand même prioritaire. On peut le comprendre peut-être pour la France, parce que c'est Al-Qaïda, parce que Al-Qaïda cible la France aujourd'hui. Il y a peut-être même des risques, enfin sans faire du catastrophisme, de l'alarmisme, il y a peut-être même des risques aujourd'hui d'attentats, peut-être qui sont peut-être supérieurs aujourd'hui qu'il ne l'était hier. C'est peut-être une base aujourd'hui, peut-être que le Mali est devenu une base du terrorisme, une base arrière du terrorisme international. Oui, le business des otages est fait pour ça. Il n'est pas fait uniquement pour un but lucratif, commercial. Il y a effectivement des rançons, mais aussi pour médiatiser. Acmi fait beaucoup d'opérations en Algérie où on tue une centaine de civils ou de militaires. On en parle moins, mais quand ils prennent en otage un occidental,
ils ont beaucoup plus de présence dans les médias, donc ils l'utilisent pour ça aussi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Antoine sur la faisabilité d'une intervention militaire. On risque de se retrouver dans la même situation que le président Bush au lendemain de l'invasion de l'Irak, qui était apparu sur un porte-avions disant « mission accomplie ». On peut aller comme ça de façon un peu naïve. Ils ne sont pas nombreux quand même. Ils sont combien? On peut aller les déloger de Gao en 24 heures. Ils appliquent la charia, etc. Ils lapident. On va les déloger. Et on va faire comme George Bush, on dit mission accomplie. Mais une fois qu'on sera parti, qui va tenir cette région-là s'il n'y a pas un État fort? C'est ça est-ce qu'on va installer durablement dans une région? Ce que vous nous dites, finalement, si je vous entends bien, c'est qu'il vaut mieux, finalement, laisser ces gens prospérer dans le Nord, parce que de toute façon, s'il y a une intervention militaire, il n'y aura personne pour prendre la relève, puisque l'État malien est trop fragilisé. Donc, il faut laisser AQMI, il faut laisser ces islamistes dans le nord du pays, continuer à amputer les gens, lapider les femmes. Non, moi, je dis que la lutte antiterroriste est une opération de renseignement et pas une opération militaire, d'occupation ou autre. Et deux, la coopération et le développement dans ces régions est la clé de tous ces problèmes. Juste un mot. Si l'Algérie ne s'implique pas, franchement, rien ne se fera. C'est le problème aussi de l'Algérie. Enfin, il faut quand même que quelqu'un dise que AQMI, les dirigeants d'AQMI, ce sont les Algériens. Je veux dire, les Algériens, le Mujao, de temps en temps, vous avez les opérations humanitaires du Qatar pour soutenir le Mujao. Il y a un problème. On avait vu une ambulance, c'est ça, il me semble, une fois. Non, mais il y a un problème qui n'est pas... C'est pas à Paris où les types vont tout faire, machin, etc. On est dans une période historique, nouvelle. La France a été, pendant toute la guerre froide, le gendarme de cette région, de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89-90. Maintenant, je veux dire, une parenthèse se ferme. La France était en bilatéral, elle cooptait les dirigeants africains, elle avait son approvisionnement énergétique, pétrole, uranium, etc. Il y a aussi des périodes historiques. Je veux dire, maintenant, ces États sont indépendants depuis 50 ans. Je veux dire, on a fêté les 50 ans de l'indépendance. Je veux dire, si l'Algérie ne s'implique pas au nord du Mali, je ne sais pas qui va ça. Ce n'est pas les États déjà très faibles de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Et puis ces États, encore une fois, il y a toujours ce côté factice aussi de ces pays. Donc, je veux dire, il faut aussi prendre cette mesure-là pour voir l'appui. Alors, c'est toujours agréable pour un État, une grande puissance, de parler. On va le soutien logistique avec les Américains, etc. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Je veux dire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pierre Conessa, pourquoi l'Algérie ne s'implique pas plus? Parce que finalement, le Nord Mali est à ses frontières. Pourquoi l'Algérie n'est pas plus impliquée dans ce dossier? Je crois que c'est pour la même raison que l'Angleterre avait laissé fleurir le Londonistan, c'est-à-dire c'est une politique égoïste. Ils ont réussi à éradiquer une grande partie de ce qu'était l'ancien GSPC, donc de le pousser vers le sud. Et donc maintenant, il y a une sanctuarisation, c'est-à-dire débrouillez-vous. Bon, comme rappelez-vous, les Londoniens qui ne voulaient pas nous livrer les organisateurs des attentats de Port-Royal et de Saint-Michel, en nous expliquant les procédures judiciaires, etc. Quand il y a eu les attentats chez eux, tout à coup, ils ont extradé. Bon. Donc on est dans des politiques nationales. Et les Algériens, qui se sont d'ailleurs toujours considérés comme les leaders de l'espace arabo-africain, jouent en maître. Le seul fait qu'ils interdisent au Maroc de participer à la coordination militaire des actions est en soi suffisamment incroyable, d'un égoïsme prodigieux. Moi, je voudrais revenir une minute sur la reconstruction de l'État tel que monsieur l'a exposé, parce que on oublie un fait, et qui est essentiel dans cette étude, c'est que toute la reconstruction de la norme régalienne, si vous voulez, la police, la sécurité, la sanction, etc., qui est faite par les islamistes dans le nord du Mali, s'alimente de l'économie de la prise d'otages. C'est-à-dire d'où est venu l'argent qui n'existait pas auparavant. Il est venu du trafic transsaharien, on fait des taxes sur les camions qui passent, et c'est l'économie de la prise d'otages. Les chiffres, encore une fois, sont fascinants. C'est la moitié, c'est plus que l'aide publique française au développement. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'organiser une région en redistribuant, en faisant justement ce que l'État malien ne fait pas. Et donc, comment voulez-vous reconstruire un État si vous ne versez pas au minimum plus que ce que l'économie... Alors, ça pose une question dramatique. C'est faut-il négocier la libération des otages? Parce que les Anglais ont adopté... Les Britanniques, eux, c'est clair, eux, c'était clair. Pas. Donc, mais nous, on négocie. On le sait bien, Pierre Conessa. Les SAS au Nigeria, il y a eu aussi des négociations. Ils faisaient le job pour les autres, mais il y a eu des négociations. On va négocier, là, Pierre Conessa? Écoutez, moi, je pense qu'on va négocier. On négocie déjà depuis 2 ans. Il y a 3 otages qui ont été libérés contre rançon. Il y avait à la base 7 otages qui ont été enlevés à Arlit. 3 ont été libérés.
contre une rançon. Donc il en reste 4. Et il y a des périodes où les négociations avancent. Et le communiqué d'aujourd'hui d'AQMI apparaît comme ça menaçant, mais c'est le plus conciliant des communiqués, de tous les communiqués qui ont été faits depuis 2 ans, parce qu'on commence déjà par dire que AQMI est prêt à négocier et que ce n'est pas AQMI qui a arrêté les négociations. On dit que, contrairement à ce qui est raconté par les Français, par les médias et par les autorités françaises, ce n'est pas l'émir d'AQMI, Abou Zaïd, qui est contre la négociation. On dit qu'on est prêt à négocier et que le gouvernement actuel est beaucoup plus sage, entre guillemets, que l'ancien. Et on encourage, c'est la première fois que je vois des preneurs de sages encourager les familles des otages à inciter le gouvernement à négocier. Donc ils le disent clairement dans les 4/5e du communiqué. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils disent aussi que le gouvernement français, ils disent aussi, on attend que le gouvernement français fasse le premier pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement français ne négocie pas en ce moment? Ce qu'on a souvent constaté dans les négociations d'otages, comme ça, notamment en France, c'est la rivalité des négociateurs. C'est-à-dire qu'on mandate, il y a des intermédiaires privés, il y a beaucoup de gens qui s'automandatent. Il y a beaucoup de gens qui s'automandatent. Et quand vous êtes dans la position d'AQMI, que vous voyez arriver des gens qui se prétendent mandater ça perturbe terriblement les négociations. Terriblement. Et ce qui fait que... Il y a eu 2-3, là récemment, il y a eu 2-3 émissaires. On a vu ça dans la presse française, absolument, dans ce dossier-là, qui se tapaient dessus par presse interposée en disant qu'ils avaient foiré la négociation, qu'ils avaient pris l'argent qui n'avait pas été donné. Il y a eu vraiment des problèmes. Excuse-moi, en plus, ils passent par des locaux qu'on connaît, du Burkina Faso, des types des Mali, des anciens Touaregs, etc. Du coup, il y a toujours qui sont en contact. Et bien sûr, et parce que le problème dont parlait Pierre connaît ça, le fric, c'est quand il y a beaucoup d'argent, voilà, il y a des commissionnaires. Beaucoup d'argent, il y a des commissionnaires, il y a des rétrocommissions. Mais il y a au moins un intermédiaire qui ne fait plus concurrence, c'est Iyad Argali qui se retrouve aujourd'hui émir d'Ansardine. Il était jusqu'à décembre de l'année dernière l'un des principaux intermédiaires négociateurs. Et du jour au lendemain, il devient chef salafiste d'Ansardine qui est allié aux preneurs d'otages. Officiellement, c'est Djibril Bassolé, le ministre burkinabé des Affaires étrangères. C'est lui qui est l'officiel. Mais les types vont négocier avec des officieux. Un dernier mot, Pierre Conessa, très rapidement. Parce qu'on vous savez qu'aujourd'hui, la nationalité qui est la plus kidnappée sont les Chinois. Et oui. Pour quelle raison? Probablement parce qu'ils sont très nombreux, si vous voulez, à cause de l'expansion économique chinoise. Mais ça veut ils dire payent les Chinois? Justement, ça veut dire que c'est devenu un problème mondial. Il y a bien une industrie de l'enlèvement et que ça ne doit faire l'objet d'une négociation internationale pour que les preneurs d'otages ne puissent pas s'échapper en passant une frontière. Il faut créer une newsletter de l'enlèvement. Oui, les prix. Vous savez, on les estime à 20 000 à peu près le nombre de personnes enlevées en mélangeant les statistiques de couples binationaux, si vous voulez, qui enlèvent l'enfant et les enlèvements crapuleux. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Ce que je retiens, c'est que je vous ai bien entendu les uns et les autres. En tout cas, il n'y aura pas d'intervention militaire. Non, mais en tout cas, vous dites, vous n'êtes pas très optimiste sur une intervention, sur la possibilité d'une intervention militaire de la CEDEAO pour toutes les raisons que vous avez évoquées, notamment l'affaiblissement du sud du pays, du gouvernement malien, et la CEDEAO également qui n'a pas de moyens, peut-être pas de moyens aujourd'hui suffisants. Merci à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10 pour Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Très belle soirée, à demain. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux, c'est lui, c'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux 4 coins du monde. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable.
partout dans le monde, sur la plupart des mobiles. Conseil des ministres, certains se faisaient la bise. Quel que soit votre opérateur. Ils ont l'air très heureux d'être ici, très émus. Retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale sur votre mobile.